Le Boeing 737 est l'avion de ligne le plus répandu au monde. Depuis son lancement en 1968, l'avionneur américain en a vendu plus de 4000 exemplaires. Et en presque 50 ans, le Boeing 737 a transporté quelques 12 milliards de passagers. Pourtant, à l'aube des années 90, la famille des 737 est frappée par une dramatique et mystérieuse série d'accidents. Voici l'histoire d'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Nous sommes le 3 mars 1991. Il est 9h40 du matin et le vol United 585 entame son approche finale pour Colorado Springs. L'avion arrive de Denver et c'est un vol très court d'une vingtaine de minutes. Pour l'instant, tout va bien à bord et tout le monde profite du sublime paysage de cette région montagneuse. Il a l'air de faire beau. Difficile de croire que le ciel nous est hostile. La seule préoccupation de l'équipage concerne les turbulences et les violentes rafales de vent prévues au moment de l'atterrissage à Colorado Springs. J'ai jamais pu atteindre Colorado Springs sans être malade. C'est le commandant Harold Green qui est aux commandes du 737. 52 ans, 20 ans de métier et une réputation irréprochable. À ses côtés, Patricia Edson. À 42 ans, elle est une des toutes premières femmes devenues copilote chez United Airlines. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Au sol, à l'aéroport de Colorado Springs, c'est le contrôleur aérien James Rayfield qui prend en charge le vol 585. United 585, vous avez l'aéroport en vue? Tu l'as? Ouais. Aéroport en vue, United 585. Descends le train d'atterrissage. United 585 autorisé pour une approche à vue, piste 3, 5. Conditions météo, Vent 320 degrés, rafale à 29. Pour atteindre sa vitesse d'atterrissage, le 737 ralentit et devient plus sensible aux turbulences aujourd'hui particulièrement sévères. Le copilote s'informe des comptes rendus des vols précédents. Vous avez des rapports récents de variation de vitesse? Oui, madame. À 500 pieds, une perte de 50 nœuds. À 400 pieds, un gain de 15 nœuds. Et à 150 pieds, un gain de 20 nœuds. Eh bien, ça promet. Merci. Commençons la descente. Au même moment, à 3 km de l'aéroport, un policier retraité, Harold Darnell, est en route pour aller faire ses courses. 1000 mètres au-dessus de lui, l'équipage du vol 585 essaie difficilement de conserver une vitesse régulière durant l'approche. Nous avons eu une variation de 10 nœuds. Ouais, je sais. Il faut beaucoup de puissance pour garder cette vitesse. En l'air, le pilotage semble délicat, mais au sol, ce n'est guère mieux. Waouh, c'était quoi ça? Surpris par une violente rafale de vent, Harold Darnell a failli perdre le contrôle de son véhicule et sortir de la route. Encore un gain de 10 nœuds. Voler à 30. Depuis la tour de Colorado Springs, James Rayfield a maintenant le vol 585 en visuel. Mais plus l'avion se rapproche du sol, plus les turbulences sont importantes. Waouh! Nous sommes à 8000 pieds. Puis brutalement, en une seconde, le commandant perd totalement le contrôle de sa machine. Oh mon Dieu, on se retourne! Voler à 15! 15! Oh non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah! 15! 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
Les secours sont sur place en quelques minutes, mais il n'y a plus personne à secourir. Du Boeing 737 et de ses occupants, il ne reste qu'un profond cratère noirci et jonché de débris multiples. The plane didn't skate or bounce, you know, like when a plane comes in normally and lands, it just nosed right in, and where it hits, where it stayed. And I came down here, and this is when I saw all of the. It was horrible. Les 20 passagers et les 5 membres d'équipage ont été tués sur le coup, au moment de l'impact avec le sol, quelques 10 secondes après la perte de contrôle de l'avion. D'emblée, la cause de cet accident foudroyant paraît totalement mystérieuse. À la nuit tombée, les enquêteurs arrivent sur les lieux du crash. Ils appartiennent au fameux NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports américains. Cette administration a en charge les enquêtes pour déterminer les causes humaines et techniques des accidents d'avion. Chaque année, le NTSB traite quelques 2000 dossiers. Mais d'emblée, dans cette affaire, le travail des enquêteurs s'annonce difficile. Sur la scène de l'accident, alors que les médecins légistes indiquent l'emplacement des restes humains à l'aide d'un marqueur rouge, les enquêteurs, eux, placent des marqueurs jaunes sur toutes les pièces de l'avion susceptibles de servir d'indice. Mais pour tous, le travail est aussi pénible qu'une intervention sur une scène d'attentat qui n'aurait laissé aucun survivant. Malcolm Brenner est un des enquêteurs chargés de l'affaire. Spécialisé dans les facteurs humains, son travail consiste à déterminer si l'accident est lié ou non à une erreur de pilotage. La zone avait été bouclée par la police et il y avait les camions de l'armée du salut. J'ai pris une tasse de café ou de chocolat ou un truc comme ça et je les ai remerciés. Ils m'ont dit « Non, non, c'est nous, merci à vous ». Et j'ai lu dans leurs yeux « On n'aimerait pas être à sa place ». Les éventuels indices sont enterrés au plus profond du cratère, creusé par l'impact du fuselage qui s'est recroquevillé comme un accordéon. Le reste de l'appareil a été volatilisé en une multitude de morceaux concentrés sur quelques milliers de mètres carrés, à peine la surface d'un terrain de football. Il y avait beaucoup de dégâts dus au feu parce que le crash avait provoqué un incendie. Et dans une zone assez restreinte, ce qui pourrait vouloir dire, enfin c'était juste une première impression, que l'avion était peut-être intact au moment de l'impact. S'il avait explosé en vol ou si un morceau s'était détaché, on aurait eu une zone de crash beaucoup plus grande. Ma première impression en voyant les dégâts sur les pièces de l'avion, c'était que l'enquête allait prendre du temps. Ça prend toujours plus de temps quand les pièces sont brûlées ou endommagées. Le reste des 2 réacteurs et surtout les 2 boîtes noires, l'enregistreur vocal du cockpit et celui des paramètres techniques, sont retrouvés. Aussitôt, le tout est envoyé au laboratoire pour analyse. La première étape consiste à écouter l'enregistrement des discussions dans le poste de pilotage pour identifier une éventuelle défaillance humaine. Car 70% des accidents ont pour cause une erreur de pilotage. D'emblée, Malcolm Brenner cherche à comprendre quel fut le rôle des 2 pilotes dans l'accident. Cet équipage a été, et j'ai senti cela à l'époque, a été l'un des équipages les plus impressionnants que j'ai jamais étudiés. Il y avait un peu de décontraction, un peu d'humour. Le commandant dit « J'ai jamais pu atteindre Colorado Springs sans être malade. » Le copilote suggère d'augmenter la vitesse pour avoir une marge de sécurité. Le commandant est d'accord avec elle. C'était une bonne coordination. Tu l'as? Oui. Aéroport en vue, United 585. Descends le train d'atterrissage. Il me donnait l'impression d'un excellent équipage, mais pris au dépourvu dans cette situation. Donc, ma première impression fut que c'était certainement dû à un problème matériel. A priori, donc, l'équipage semble hors de cause. Alors pourquoi, en 10 secondes, l'avion est-il brutalement passé sur le dos avant de percuter le sol? La défaillance mécanique devient alors le suspect numéro 1. Cette perte de contrôle est-elle la conséquence d'un problème sur un des moteurs
ou d'une défaillance sur une des ailes. Compte tenu de la disposition des débris, les enquêteurs sont persuadés que l'avion était intact au moment de percuter le sol. Ils ignorent en revanche si ses moteurs fonctionnaient correctement. Les restes des 2 réacteurs sont passés au crible. Et l'étude des ailettes de la soufflante révèle qu'ils étaient bien en fonction au moment de l'impact. Les moteurs étaient en marche, mais pour l'instant, rien ne confirme qu'ils fonctionnaient correctement. La plupart des cadrans des instruments de bord ont été pulvérisés, notamment ceux indiquant la pression hydraulique. Cela dit, même en 1000 morceaux, un cadran peut se transformer en indice. Follet à 15 ! 15 ! Le choc a été tellement violent que certaines aiguilles se sont carrément incrustées dans le cadran, indiquant ainsi leur dernière position. Et vu cette position, il est clair que les 2 réacteurs du vol 585 fonctionnaient correctement au moment de l'accident. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La panne de moteur étant elle aussi exclue, seule demeure la piste d'une défaillance des commandes de vol pour expliquer la brutalité de la perte de contrôle. Un à un, les débris des commandes sont soumis à la question. Et rapidement, les soupçons des enquêteurs se tournent vers l'arrière de l'avion, et plus précisément la gouverne de direction. On s'y est intéressé après avoir éliminé les autres commandes qui auraient pu contribuer à une inclinaison brutale. On a commencé à inspecter la gouverne de direction. Levez ça pour que je puisse jeter un œil. Les premières constatations sont effectuées sur le site de l'accident. Malheureusement, il reste peu de choses de la gouverne de direction. Il ne reste presque rien. Le choc fut tellement violent que la plupart des pièces de l'appareil sont trop écrasées ou carbonisées pour être soumises à des tests. Mais miraculeusement, un élément essentiel est retrouvé, presque intact, l'unité de commande de puissance. Ce système à bord d'un avion est l'équivalent de la direction assistée d'une voiture. Il gère les circuits hydrauliques qui activent les gouvernes, évitant ainsi aux pilotes d'avoir à exercer des pressions de plusieurs dizaines de kilos sur les commandes. Une des pièces maîtresses de ce dispositif se présente sous la forme d'une double servo-valve. Il s'agit d'un cylindre comprenant 2 pistons, dont la mission est de diriger le fluide hydraulique sous pression pour faire bouger la lourde gouverne de direction. La servo-valve est une pièce unique. En effet, elle est composée de 2 valves qui permettent de créer une série d'interactions, ce qui n'est pas le cas dans une valve hydraulique classique. Or, en ouvrant l'unité de contrôle de puissance, les enquêteurs découvrent dans le liquide hydraulique des résidus métalliques. Une présence tout à fait anormale et qui aurait pu entraîner un blocage de la servo-valve, rendant ainsi impossible l'utilisation de la gouverne de direction. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle est techniquement possible. Reste à la prouver, car vu l'état des pièces récupérées dans les débris, il est quasiment impossible d'être catégorique à 100%. Le crash et l'incendie ont eu lieu dans une zone assez restreinte. Le tableau de bord et tous les instruments de vol étaient très endommagés. Et bien sûr, plus ils sont endommagés, plus c'est difficile de faire les tests de mesure et de fonctionnement. Greg Phillips s'envole pour la Californie afin de soumettre à Parker Hannifin, le fabricant de la servo-valve, les débris les moins abîmés. Et d'emblée, sa belle hypothèse vole en éclats. Parker Hannifin lui explique que les servo-valves sont protégées par des filtres, et donc que les particules métalliques n'ont pas pu l'infiltrer et encore moins la bloquer. Bref, rien n'est susceptible d'expliquer un éventuel mouvement brusque de la gouverne de direction du vol 585.
On n'avait absolument aucun indice ni aucune information fiable qui nous aurait permis de dire que l'accident avait été causé par le boîtier de commande de la gouverne de direction, ou la servovalve, ou n'importe quel autre élément du système de contrôle de vol. Bien sûr, l'enquêteur soupçonne toujours un problème mécanique. Mais lequel? Faute de preuves, il ne peut impliquer ni l'unité de contrôle de puissance, ni la servovalve. C'est une impasse. Une seule autre piste pourrait être envisagée. Celle d'un phénomène météorologique propre à la région montagneuse de Colorado Springs. Le jour de l'accident, la situation météo a-t-elle pu générer des vents suffisamment violents pour entraîner la perte de l'avion? Dans l'histoire des accidents d'avion, beaucoup sont dus à des courants ou à des vents rabattants en zone de montagne. En 1966, un 707 de la BOAC, pris par des vents rabattants, s'est écrasé à proximité du mont Fuji. Un vent violent heurtant un massif montagneux crée une dépression de l'autre côté de la montagne. Cela entraîne des violents et invisibles courants d'air plongeant vers le sol. On les appelle des vents rabattants et ils sont très dangereux pour l'aviation. On a rassemblé beaucoup de preuves incriminant les vents rabattants en analysant les données de l'atmosphère à la surface et en altitude et en interrogeant des témoins. Greg Salotolo recueille plusieurs témoignages crédibles, indiquant une météo un peu étrange le jour du crash. Harold Darnell est l'un des témoins les plus intéressants. Waouh, c'était quoi ça? C'est lui dont la camionnette s'est faite violemment secouer par une rafale de vent quelques secondes avant l'accident. Greg essaie de recouper ce témoignage avec d'autres. Mais au fil des entretiens, l'hypothèse d'un vent rabattant finit par perdre sa probabilité. Il a l'air de faire beau. Difficile de croire que le ciel nous est hostile. Et puis, ce type de phénomène aérologique est souvent accompagné d'une chute de la pression atmosphérique, qui se voit aussitôt sur l'altimètre de l'avion. Rien n'indiquait ça sur l'enregistreur des données de vol du 585. L'enregistrement de la boîte noire montre juste une chute rapide de l'altitude à partir du moment où les pilotes ont perdu le contrôle de l'appareil. Après 21 mois d'enquête, presque 2 années de travail, après avoir étudié le comportement de l'équipage, les conditions météo, les éventuelles défaillances mécaniques et toutes les hypothèses possibles et imaginables, les enquêteurs du NTSB doivent se rendre à l'évidence, ce crash est un mystère. Pour la 4e fois de son histoire, le Bureau national de la sécurité des transports publie un rapport d'enquête où il avoue que la cause de l'accident est indéterminée. On n'avait pas ménagé notre temps ni nos efforts dans cette enquête, et on ne savait toujours pas ce qui s'était vraiment passé. C'était comme s'il traquait un tueur en série. Il était frustré de ne pas avoir résolu le vol 585. Il ne voulait pas que cela se reproduise. Et pourtant, le tueur est toujours en liberté, et 2 années plus tard, il va de nouveau frapper. Ce jour-là, le vol 427 du SR approche de Pittsburgh, sa destination finale. Il est 19h et le temps est superbe, sans un souffle de vent. Le commandant Peter Germano et le copilote Chuck Emmett se préparent pour l'atterrissage. Ici le poste de pilotage. Nous allons atterrir dans une dizaine de minutes. Météo ensoleillée avec un ciel clair, légèrement brumeux. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Merci de vérifier votre ceinture de sécurité. USR 309, descendez et maintenez 6000. Tout en poursuivant leur descente, les 2 pilotes cherchent à distinguer l'avion qui les précède à une dizaine de kilomètres devant eux. Je cherche le trafic. Vire 100. USR 427. Je vois ça traîner. Alors qu'ils viennent juste de traverser les turbulences de la traînée du vol qui les précède,
Soudain, le 737 part dans un violent virage à gauche. Dieu bon, merde! L'avion semble échapper totalement au contrôle des deux pilotes. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Oh merde! 427 m'aider! Oh merde! Redresse! Redresse! Oh mon Dieu, non! Non! Les secours sont rapidement sur place, mais ils ne peuvent que constater le désastre. L'avion a percuté le sol presque à la verticale, et les 132 passagers et membres d'équipage ont été littéralement pulvérisés. Cette fois, l'équipe d'enquêteurs officiels est renforcée par la présence d'un représentant de l'Association des pilotes de ligne. John Cox est lui-même pilote de 737 et spécialiste des systèmes de vol. Sur le site, les médecins légistes réalisent un travail de recueil et d'identification extrêmement difficile. Et Tom Hauter, le chef enquêteur du NTSB, sait déjà que les investigations vont être longues et compliquées. Quand on est arrivé sur le lieu du crash, eh bien tout d'abord il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait que des morceaux d'avion. Et ils étaient tellement abîmés qu'on avait du mal à les identifier comme étant des morceaux d'avion. Les premiers récits des témoins oculaires et l'analyse des deux boîtes noires mettent rapidement en évidence les ressemblances entre l'accident du vol 427 et celui du vol United 585, 4 années plus tôt. En fait, les enquêteurs ont l'impression de voir l'exacte réplique du premier accident. Seule différence, alors qu'ils étaient tous les deux en approche, le vol United a basculé brutalement sur la droite, alors que le vol USR a basculé, lui, sur la gauche. Et dans les deux cas, l'équipage pris par surprise a perdu le contrôle de l'avion. Certes, on était tous au courant du crash du vol United 585 à Colorado Springs. On ne l'oubliait pas, mais on a essayé d'entamer cette enquête avec le maximum d'objectivité. Mais au fur et à mesure que l'enquête progresse, la liste des similitudes s'allonge. Par exemple, dans les deux cas, les moteurs fonctionnaient normalement. Seule différence, alors que le vent soufflait fort pour le vol 585, le vol USR 427, lui, a réalisé son approche sur Pittsburgh avec une météo parfaite, sans un souffle de vent. Ici le poste de pilotage. Nous allons atterrir dans une dizaine de minutes. Météo ensoleillée avec un ciel clair. D'après les enregistrements des boîtes noires, l'approche de Pittsburgh s'est faite avec une météo extrêmement calme, sans aucune turbulence. Les pilotes étaient détendus, ils se préparaient à l'atterrissage. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Merci de vérifier votre ceinture de sécurité. Comme ce fut le cas pour le crash précédent, Greg Phillips s'intéresse d'emblée à une éventuelle défaillance mécanique. Or, cette fois, la queue de l'appareil et la gouverne de direction sont retrouvées relativement intactes. Du coup, ils réussissent à récupérer une partie des systèmes hydrauliques de commande des gouvernes. Ils sont beaucoup moins abîmés que sur le vol 585. Aussitôt, les enquêteurs décident d'envoyer ces pièces à leur fabricant, Peter Hanifin, pour les soumettre à une batterie de tests. Il faut dire que la pression sur le NTSB s'accroît de jour en jour. Et pour cause. Les deux accidents concernent le même appareil, un Boeing 737, à l'époque l'avion le plus répandu au monde. Un défaut caché pourrait remettre en cause la carrière commerciale du 737. L'enjeu pour le constructeur et les compagnies se calcule en milliards de dollars. Bref, tout le monde se pose la question, le 737 est-il devenu dangereux ? Pour nous, enquêteurs, c'était impossible de rester avec deux crashs de 737 non résolus.
C'est un avion beaucoup trop utilisé partout dans le monde. Il transporte trop de monde tous les jours. C'était intolérable de ne pas avoir de réponse. Si les causes du crash restaient indéterminées, si nous n'arrivions pas à en trouver les causes, et si un troisième crash de 737 avait lieu dans des circonstances similaires, c'était toute la flotte mondiale des 737 qui était condamnée. Attention à ça. Le NTSB décide alors d'engager sur l'enquête du vol 427 les moyens les plus importants de toute son histoire. En fait, les enquêteurs se sont lancés dans une véritable course contre la montre. Ils doivent débusquer le tueur avant qu'il ne frappe de nouveau. Toutes les pistes sont ouvertes, depuis la collision avec les oiseaux jusqu'aux hypothèses les plus étranges. Ils ont étudié des interférences électromagnétiques. Ils ont reçu des appels dénonçant des rayons de la mort venus de Russie. Ils ont tout exploré. Un couple a même déclaré que l'avion était descendu brutalement, puis avait plané avant d'exploser. On n'a pas retenu ce témoignage. En l'état, le suspect numéro 1 demeure la double cerveau-valve de la gouverne de direction. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve, juste une suspicion. En Californie, Parking Hannifin, le fabricant de la pièce, procède sur la cerveau-valve du vol 427 aux mêmes analyses que celles réalisées sur le vol 585. Et ils font le même constat. Il y a des particules métalliques dans le fluide hydraulique. Pour arriver avec Boeing à la même conclusion. Les cerveau-valves étant protégés par des filtres, les particules métalliques n'ont pas pu les infiltrer et encore moins les bloquer. Mais l'explication ne satisfait pas entièrement Greg Phillips. Il demande une nouvelle analyse. Si la cerveau-valve a été bloquée par un débris, celui-ci a dû laisser une trace sur le métal à l'endroit du blocage. Mais on ne trouve aucune trace. Encore une impasse. Ok. L'enquêteur demande alors aux techniciens de soumettre la cerveau-valve du vol 427 à une batterie de tests supplémentaires. Il veut être certain que la pièce ne présente absolument aucune défaillance. Et à l'issue des tests, le fait est que la pièce ne présente aucune défaillance. Cette pièce a passé tous les tests opérationnels. Il n'y avait rien qui puisse indiquer qu'elle était défaillante. Elle fonctionnait parfaitement selon nos paramètres. Faute de défaillance matérielle, l'enquête s'oriente une fois encore vers les pilotes. Dans le cas des deux crashs, on sait à travers l'enregistrement des boîtes noires que la gouverne de direction s'est brutalement braquée à fond sans raison apparente. On s'était définitivement focalisé sur la gouverne de direction qui s'est retrouvée embutée à droite ou à gauche pendant plus de 20 secondes. Ça pouvait venir soit de la pièce elle-même, soit d'un défaut dans la pièce, soit du pilote. Sur le vol 427, on sait également que durant la chute de l'appareil, le copilote a appuyé sur le palonnier qui commande la gouverne de direction. Aurait-il volontairement ou involontairement mené l'avion à sa perte ? Oh mon Dieu, non! De mon point de vue de pilote, ce n'est pas un comportement rationnel. Malcolm Brunner est spécialisé dans les performances et les facteurs humains. Et il cherche des indices à travers les enregistrements du poste. Dans ce cas précis, ils avaient des micros tout près de leur bouche et on pouvait les entendre aussi bien que s'ils étaient dans la pièce, voire mieux. On les entend même respirer. Je vois ça traîner. Les enregistrements des boîtes noires montrent que les ennuis du vol 427 ont débuté au moment où l'avion a traversé la turbulence de sillage du vol qui le précédait. Les deux pilotes sont surpris par l'intensité de la traînée. Je vois ça traîner. Le copilote s'arrête à cette phrase. Je vois la traînée. Et il n'y a plus aucune allusion à la traînée ou à autre chose. Ils sont tous les deux concentrés. Il se passe quelque chose à cet instant-là. Le commandant dit « Merde ». C'était un vol tellement tout en douceur que cette turbulence passagère était totalement inattendue. Et pourtant, les pilotes ont pris les commandes et ils ont immédiatement réagi. Merde.
Sur la bande d'enregistrement, on entend le bruit sourd lié à la traversée de la turbulence de sillage. Mais en étant très attentif, on peut distinguer un autre son pour le moins inhabituel. On entend le copilote émettre comme un grognement d'effort au moment où il active le palonnier. Ce grognement est inhabituel. Les commandes sont conçues pour que les pilotes n'aient pas d'effort à faire. Elles sont adaptées aux capacités physiques humaines. C'est pourquoi un grognement est typiquement le signe d'un dysfonctionnement. En synchronisant l'enregistrement des commandes avec celui des sons du cockpit, Malcolm Brenner s'aperçoit que les grognements du copilote débutent à l'instant précis où il actionne le palonnier, 3-4 secondes après la traversée de la turbulence de sillage. C'est quoi? Un élément qui tente à prouver que l'équipage n'a pas volontairement mis l'avion en péril. Au contraire, les pilotes semblent avoir été surpris avant de réagir promptement. Mais quelque chose, un élément toujours mystérieux, les a visiblement condamnés à l'impuissance. C'est quoi ce bordel? 2 ans se sont écoulés depuis l'accident du vol 427 et presque 5 années depuis celui du vol 585. L'enquête est dans l'impasse. On ignore toujours pourquoi les 2 737 se sont écrasés. La frustration grandissait avec les mois qui devenaient des années. Qu'est-ce qui nous échappait? Ça a certainement eu un impact sur leur vie personnelle. Ils cumulaient les heures supplémentaires. Ils n'arrêtaient pas d'y penser. On s'acharnait sur un avion qui avait un historique de sécurité incroyable. Depuis 30 ans, tout concourait à en faire un avion grandiose. Et voilà que nous, on était en train d'essayer de prouver qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le premier de la classe. C'était évident qu'il y pensait tout le temps. Il avait même fait un cauchemar dans lequel il était jugé par une commission du Congrès qui l'interrogeait parce qu'il y avait eu un 3e crash de 737. Et dans ce cauchemar, toutes les caméras étaient pointées sur Tom. Et un membre du Congrès lui demandait « Pourquoi n'avez-vous pas condamné toute la flotte ?» Les enquêteurs ne savent plus où chercher. Ils ont étudié toutes les pistes, toutes les hypothèses. Pour relancer l'enquête, il faudrait un élément neuf, un rebondissement. Eastwind 517, vous pouvez atterrir. Il va survenir le 9 juin 1996. Ce jour-là, le commandant Bishop, aux commandes d'un 737, est en approche finale sur l'aéroport de Richmond, en Virginie, lorsque soudain, l'avion bascule brutalement sur la droite. Nous ne savions ni pourquoi ni comment, mais le fait est que nous avions un problème avec la gouverne de direction. J'ai braqué le manche dans le sens opposé et j'ai appuyé sur la pédale opposée du palonnier. La pédale n'a pas bougé. Durant plus de 30 secondes, le 737 se maintient en virage à droite à la limite de son domaine de vol. Le pilote lutte physiquement contre une puissante force qui semble s'être emparée des commandes. Puis soudain, cette force disparaît. Le palonnier refonctionne et le commandant ramène les ailes à plat pour reprendre un vol normal. Quelques secondes plus tard, il s'est débloqué et tout est redevenu normal. On a commencé la checklist et tout à coup, avant que j'ai pu finir la première phrase, il y a eu un flamme. Pour la 2e fois, l'avion repart en virage. Cette fois, l'équipage est sur le point de perdre le contrôle du 737. Quand au bout d'une trentaine de secondes, de nouveau, la force mystérieuse s'évanouit et tout redevient normal. À la seconde fois, j'ai regardé le copilote et je lui ai dit « Lance un Médée ». Dis au contrôleur que nous avons des problèmes de commande. En ralentissant pour l'atterrissage, l'équipage sait qu'il augmente les risques. Si l'avion repart une 3e fois à basse vitesse et basse altitude, il peut décrocher, alors ils ne pourront plus récupérer l'appareil.
À un moment donné, j'ai dit à mon copilote de regarder par la fenêtre et de trouver un endroit sombre. Il faisait nuit et on voulait éviter les zones habitées. Il était très calme et il m'a indiqué un espace sombre un peu plus loin. Mais la force mystérieuse s'est définitivement évanouie. Et le vol 517 réussit quelques instants plus tard à atterrir sur la piste de Richmond. C'est pendant le roulage que j'ai réalisé que mes jambes tremblaient. On a amené l'avion jusqu'à la porte. J'ai pris le micro pour tenter d'expliquer à nos passagers ce qui venait de se passer. Et en prenant le micro, j'ai compris qu'il n'y avait rien à ajouter à ce qui venait de se passer. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis trouvé à court de mots. Alors j'ai reposé le micro et j'ai laissé les choses comme ça. Dès l'incident connu, les enquêteurs du NTSB débarquent à Richmond. Ils sont très impatients d'entendre le commandant Bishop. L'enregistreur de vol était intact. L'avion était intact. Nous nous sommes précipités. L'avion n'avait pas bougé d'un millimètre. Il était resté stationné à l'aéroport jusqu'à notre arrivée. Il y avait beaucoup de gens de la FAA et du NTSB. Ils voulaient tous nous parler de toute urgence. Ça a donné un avantage énorme au NTSB. Parce que tout à coup, il y avait un accident de gouverne sur un 737 qui était intact, avec un pilote qui était vivant et qui pouvait en parler. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus intéressés par l'avion que par moi. Je pense que l'avion leur a donné bien plus d'informations que je n'aurais pu le faire. Très rapidement, les enquêteurs ont la conviction que l'incident de Richmond a exactement la même origine que les deux crashs des vols 417 et 585. Reste à la découvrir. Et quand on leur a demandé ce qui s'était passé, ils ont dit qu'ils avaient eu un problème avec la pédale de la gouverne de direction. La pédale du palonnier était bloquée. J'appuyais à fond sur la pédale et je n'arrivais pas à la faire bouger. Mon Dieu! Le témoignage du commandant Bishop est accablant pour le palonnier. Il n'y a aucun doute, il s'est bel et bien bloqué. Les enquêteurs décident de démonter l'unité de contrôle de puissance et de la tester. Mais une fois de plus, elle semble fonctionner parfaitement. Nous avons testé cet avion tel quel. Il était intact. Nous l'avons inspecté entièrement, on lui a même fait faire des essais en vol. Et il a passé tous les tests. C'est à n'y rien comprendre. Malgré 5 années d'enquête, un avion intact et le témoignage d'un pilote, Tom Hauter est toujours face à une énigme totale. Il sait que le nœud du problème concerne la commande de gouverne de direction. Elle est le suspect numéro 1. Mais que faire pour percer le mystère ? Quelqu'un nous a parlé d'un test de choc thermique qu'on pratique dans l'armée. Quand on met du fluide hydraulique très chaud sur un actionneur très froid, il réagit de façon très étrange. Ce test était extrême, c'est le moins qu'on puisse dire. Le 26 août 1996, les enquêteurs du NTSB se déplacent à Valence, en Californie, pour assister à un nouveau test sur la fameuse unité de commande de puissance du vol 427. La pièce est artificiellement refroidie à l'azote pour la mener à moins 40 degrés. La température extérieure à 10 000 mètres d'altitude. Puis, un fluide hydraulique surchauffé est brutalement injecté dans les pistons. On était là à écouter l'actionneur passer de gauche à droite et de droite à gauche, et puis soudain... il s'est arrêté. Et on ne lui avait pas commandé de s'arrêter. Il s'est bloqué. Il a complètement cessé de fonctionner. Regardez.
Greg Phillips, le spécialiste NTSB pour les systèmes, demande alors le démontage de la valve pour voir si le blocage a généré des rayures sur le métal. Regardez ça. Il n'y a pas une trace. Cette fois, ils touchent au but. Ils viennent de prouver que la servo-valve contrôlant la gouverne de direction pouvait, dans certaines conditions, totalement se bloquer, et ce, sans laisser aucune trace. La nouvelle est terrifiante. Cette servo-valve est montée en série sur les milliers de Boeing 737 volant dans le monde. Et le blocage, déjà survenu à 3 reprises, peut se reproduire n'importe quand. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Boeing, le constructeur de l'avion, va mettre en évidence un phénomène encore pire que le blocage. La découverte la plus importante a été faite par un ingénieur de Boeing qui, en examinant les données de ce test, a découvert des chiffres indiquant que la valve s'était en plus inversée. C'est une révélation fondamentale. Non seulement la servo-valve peut se bloquer, mais elle peut carrément s'inverser. En clair, si l'avion part à gauche, que le pilote tente de corriger environ à droite, il va en fait accentuer le mouvement vers la gauche, plongeant l'avion dans une vrille mortelle. L'inversion, c'est comme si vous conduisiez une voiture et quand vous tournez à droite, elle va à gauche. Et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe avant de quitter la chaussée. Dans notre cas, les pilotes se sont retrouvés confrontés à quelque chose de tellement inhabituel qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui arrivait. C'est quoi ce bordel? Ils avaient maintenant la preuve que la valve était un cas rarissime. Non seulement elle pouvait se bloquer, mais en plus elle pouvait s'inverser. 427 Mayday! Ça expliquerait que le copilote Chuck Emmett continuait d'appuyer sur la pédale du palonnier, tout en se demandant pourquoi l'avion n'allait pas à droite, alors qu'il sentait qu'il partait vers la gauche. Jusqu'à la dernière seconde, le copilote va se battre contre son palonnier pour tenter en vain de redresser son avion. Merde! Évidemment, il ne peut pas imaginer un seul instant qu'en appuyant sur la pédale de droite, la gouverne est en train de se braquer à gauche. Jamais pu atteindre Colorado Springs sans être malade. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Le cas du vol USR 427 étant résolu, les enquêteurs reviennent alors sur celui du vol United 585. La même cause aurait-elle produit le même effet? Encore un gain de guineux. Pour en revenir à Colorado Springs, on peut suivre tout ce que le commandant faisait. Il est près du sol, quand tout à coup, sous la pression de l'inversion de la gouverne, il appuie légèrement sur la pédale du palonnier qui repousse violemment sa jambe en arrière. Oh mon Dieu, on se retourne! Voler à 15! 15! L'inversion de la gouverne est compatible avec le mode de fonctionnement de l'équipage tel que je l'ai compris. On était capable de montrer la défaillance du système. Tout correspondait à l'enregistrement des données de vol de chaque avion. Ça coïncidait parfaitement. On avait beaucoup plus d'informations utilisables pour expliquer le crash du United 585. Et à partir de là, on a refait le rapport. Oh mon Dieu! Entre le blocage de la gouverne de direction et l'impact avec le sol, il s'est écoulé moins de 10 secondes. L'équipage n'avait aucune chance de rattraper la situation. Ces deux accidents ont entraîné des changements radicaux dans le monde de l'aviation. Tout d'abord, les pilotes de 737 du monde entier ont été formés pour réagir le plus correctement possible face à un blocage et une inversion des gouvernes. Si nous refaisions le scénario du crash de l'USR 427 avec l'information que nous détenons aujourd'hui, je pense qu'ils auraient pu atterrir à Pittsburgh ce soir-là. Mais surtout, la puissante administration fédérale de l'aviation américaine, la FAA, a imposé à Boeing de redessiner la servo-valve de la gouverne de direction pour éliminer tout risque de blocage et d'inversion. Le constructeur a dépensé des centaines de millions de dollars pour équiper la flotte mondiale de 737 d'une nouvelle servo-valve. Au NTSB, nous détestons ne pas résoudre un accident.
parce que du coup, nous sommes en défaillance de sécurité. Ainsi, grâce aux vols USR 427 et United 585, nous avons une flotte de 737 bien plus fiable. Au total, l'investigation sur les vols 585 et 427 aura duré près de 10 ans. Un record de longueur dans l'histoire du Bureau national de la sécurité des transports et même dans l'histoire de l'aviation. Il y a encore des gens dans le milieu de l'aviation qui pensent que le NTSB s'est trompé. J'ai parlé avec beaucoup de pilotes, d'ingénieurs, d'employés de Boeing. J'ai passé beaucoup de temps avec les enquêteurs et j'ai acquis la conviction qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Le fait est que depuis l'installation des nouvelles servovalves, aucun accident semblable n'est survenu au cœur de la flotte de Boeing 737, l'avion le plus répandu au monde.